Foiré, c'est tous les dimanches de 14h à 15h. Foiré avec ses devinettes, des contes et des légendes. Manam, Tifti et Tindi. Pour mieux vulgariser la langue poulard. Foiré, au cœur de la culture poulard, à ne pas rater. Les dunes d'Udjeri, les Serrères et Diola ne seront pas en reste. Foiré, c'est avec Yaïkan Diallo, tous les dimanches de 14h à 15h. Foiré, une émission culturelle, rien ne sera épargné de la culture poulard. RFM, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Devant le grand jury de RFM ce dimanche, Fadilou Keïta, directeur général de la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur les finances publiques et les accusations contre Macky Sall et son régime, la reddition des comptes, les élections législatives, le pari de Pastef d'aller sous sa propre bannière à ces élections, la CDC et ses perspectives, le projet, le chômage et plusieurs autres questions. Fadilou Keïta, directeur général de la CDC, face à Babacar Fall. Le grand jury dimanche, 11h10, sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury d'RFM. Les élections législatives anticipées, la campagne avant l'heure, la chasse au suffrage, les premières flèches décochées par Ousmane Sonko. La conférence de presse du Premier ministre jeudi, le gouvernement a fait une présentation de la situation économique et financière du pays, un tableau noir dont Sonko impute la responsabilité à Macky Sall et à ses équipes. Bonjour Fadilou Keïta. Bonjour Babacar. Les graves accusations d'Ousmane Sonko, il déclare que le régime que vous avez remplacé a menti aux Sénégalais sur les chiffres transmis aux partenaires financiers, que ces chiffres sont frauduleux. Il affirme aussi que de l'argent public a été détourné, des propos qui font polémique. Merci pour votre invitation, Babacar. Bon, je vais commencer par vous dire que ces chiffres ne sont pas sortis ex nihilo. Ces chiffres proviennent de rapports de corps de contrôle. Ces chiffres ont été exploités, soumis à d'autres organismes de contrôle, traités par un staff qui travaille autour du président de la République et du Premier ministre, mais aussi soumis à des experts qui sont au niveau des régies financières, comme il a pu le dire, qui travaillent aussi au niveau des ministères. C'est la raison pour laquelle il a tenu la conférence de presse en relation avec le ministre de la Justice, mais aussi le ministre du Plan, pour un peu exposer des chiffres, corroborer des éléments qui permettraient à chacun de pouvoir un peu travailler en contradiction avec ce qu'il a exposé. Ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'il est sorti et qu'il a émis ces chiffres, aucun membre de l'ancien régime, notamment les ministres qui ont été cités, notamment M. Amadou Ba, M. Abdoulaye Daouda Diallo, M. Moustapha Ba, aucun, même à travers ces personnes qui souvent communiquent pour eux, n'a émis de démenti. Ce qui me force à croire que ces chiffres sont corroborés, d'autant plus que M. Ousmane Sonko, depuis une dizaine d'années, a entrepris de dire que nous travaillons dans une opacité totale. Les finances publiques, toute cette communication qu'il y a autour n'est pas sincère. Les chiffres donnés de part et d'autre ne sont pas conformes, il a dit à l'Assemblée nationale, depuis 2017. Il a sorti plusieurs fois des éléments en conférence de presse que personne n'a pu contredire. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait qu'en 2016, en dénonçant le fait que les députés ne participaient pas à l'impôt comme il se fallait, et c'est au sortir de ces 2-3 propos qu'il a été renvoyé en 2016. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous gagnons en transparence. Transparence qui se trouve être quelque chose qui semble être acquis tout de suite. Pourquoi? Parce que depuis des années, nous courons derrière cette possibilité de pouvoir voir un peu les arcanes de cette gouvernance financière que nous peinons tous à un peu maîtriser, à un peu savoir, quoi. Donc, y a-t-il pas un peu d'empressement à donner ces informations alors que ce sont des données
qui doivent être certifiés par la Cour des comptes, ce qui ne serait pas encore fait. Ah, vous avez bien fait de parler au conditionnel. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, il y a des institutions pour lesquelles, depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, aucun corps de contrôle ne les a contrôlés. Il faut savoir qu'aussi, nous héritons de 12 ans de gouvernance pour lesquels le temps d'Achille était la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des choses publiques. Vous-même j'ai pu vous entendre exposer sur le fait que les choses n'étaient pas forcément transparentes, il y avait une opacité dans la gestion de tel ou tel fonds ou tel projet. Ce qu'il y a, c'est que tous ces rapports qui étaient sous le coup du président Macky Sall sont des rapports dont le président de la République peut tout de suite disposer. Pourquoi? Parce que ils sont consignés au niveau de l'inspection générale d'État, qui travaille directement pour le président de la République, mais aussi au niveau de la Cour des comptes, au niveau du contrôle financier, de l'IGF, etc., etc. Tous ces rapports sont disponibles. C'est des dizaines, des centaines de rapports. Il y a des rapports du CENTIF, dont personne n'entend parler. C'est des centaines de rapports. Des rapports de l'OFNAC. En fait, il y a assez d'éléments aujourd'hui pour pouvoir apprécier les uns et les autres. Moi-même, il m'est arrivé de faire un peu de revue. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un rapport de 2013 ou 2014 qui avait été rendu public, dans lequel il est clairement mentionné que M. Ahmed Khalifa Niasse et M. Samuel Sarr doivent 3,5 milliards à l'État du Sénégal qu'ils doivent rembourser. Et c'est consigné noir sur blanc dans le rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures qui ont été offertes par le Sénégal, que ces personnes-là ont détourné et ont dit que ces rapports-là, ces véhicules-là, ils les avaient achetés et les ont vendus à l'État du Sénégal. Donc si on consigne dans ce rapport-là public qu'ils doivent 3,5 milliards, ces gens-là, jusqu'à cette date, doivent rembourser ces 3,5 milliards là. Et il y en a plusieurs comme ça. Et ça, c'est des rapports publics. Vous prenez le rapport de l'OFNAC, qui confirme l'histoire des 94 milliards. Si aujourd'hui Ousmane Sonko sort et expose sur les 94 milliards, rapports et propos qui ont été confirmés par l'OFNAC après la sortie de Ousmane Sonko. Si aujourd'hui, on tape sur ces personnes-là qui avaient été directement impliquées, notamment l'ancien directeur des domaines, M. Mamour Diallo ou M. Taïrou, ces gens-là devront forcément répondre. Si Ousmane Sonko cite leur nom, nous savons que ça a été consigné dans un rapport. Aujourd'hui, ces éléments dont Ousmane Sonko dispose, cette affaire, elle sera relancée par... L'affaire de 14 ? Oui. Mais bien sûr, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Non seulement cette affaire de 94 milliards, mais il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des acquiescements qui ont été signés à gauche, à droite. Il y a moi, je suis tombé sur une lettre de confort pour 15 milliards en location de véhicules. Qui est-ce qui peut justifier une location de véhicules à hauteur de 15 milliards? Et ces gens-là partent dans les banques et font leur tirage. 300, 200, 500 millions, etc., etc. Ça, je l'ai vu, je suis tombé dessus. On a même, avant d'être nommés, nous avons été saisis de choses pour lesquelles nous sommes intervenus directement auprès du Premier ministre pour demander que ces choses-là soient arrêtées. Les gens ont été directement saisis pour un peu stopper la saignée. Parce que les gens, entre les élections du 24 mars et l'installation effective du gouvernement, c'est-à-dire la prestation serment du président de la République, mais les gens ont fait un peu du n'importe quoi. Les gens sont empressés de faire des ordonnancements et de tirer des milliards sur les comptes du Sénégal. Nous, étant informés de cela, nous avions saisi le Premier ministre qui tout de suite a pris des mesures conservatoires visant à stopper la saignée. Et cette même manière que ça se passe au niveau des ministères, ça s'est passé sur l'ensemble des administrations. Donc aujourd'hui, voir un Premier ministre qui est amène à un échelon assez élevé de la gouvernance, qui peut avoir des informations extrêmement stratégiques, en sortir 2, 3 qu'il juge important d'exposer et les expose. Moi, je crois que personne ne peut battre ces informations en brèche. Vous ne nous avez pas confirmé si oui ou non la Cour des comptes elle a certifié ces données sur l'économie et les finances du pays. Mais la Cour des comptes ne pas certifier des rapports de l'inspection générale d'État. Parce que la Cour des comptes n'est pas au-dessus de l'inspection générale d'État. Il y a l'inspection générale d'État, il y a la Cour des comptes, il y a d'autres rapports qui peuvent émaner de l'inspection générale des finances, du contrôle financier, etc., etc. Si le président juge nécessaire... On parle de l'évaluation des finances et de l'économie après l'arrivée d'un nouveau pouvoir. Ça, c'est la législation qui dit clairement que la Cour des comptes, elle doit certifier. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, si les autorités jugent nécessaire de soumettre des rapports, pas tous, certains rapports, à la Cour des comptes, ils ont l'habitude de le faire. Mais je vous dis, d'autonomie, l'IGE, l'inspection générale des finances et autres peuvent avoir des rapports, ou l'OFNAC ou le CENTIF, des rapports disponibles qui sont directement exploitables. Pourquoi? Parce que ces rapports-là n'auraient même pas dû être là en ce moment. Ces rapports auraient dû être transmis depuis longtemps au procureur, en tout cas à toute cette administration qui était en charge de les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, si
n'installe, si on donne à la Cour des comptes ces rapports-là pour un peu les corroborer, je crois qu'ils sont en train de faire le travail, c'est bien. Mais aujourd'hui, on a assez d'éléments où au bon financier, même sans que ces rapports-là ne soient certifiés, peut exploiter les documents et puis sortir des chiffres. Mais Ousmane Sonko, à l'Assemblée nationale, il se battait seul contre tous. Qu'est-ce qui faisait sa particularité? C'est qu'il sortait des éléments, exploitait les lois de finances rectificatives, des contrats, sortait des éléments financiers et techniques, et les mettait sur la table. Le président Macky Sall, son gouvernement, l'ensemble des députés, l'ensemble des techniciens de l'administration n'ont jamais arrivé à battre en brèche ce qu'ils mettaient sur la table. Donc si cette personne peut, lui seul, sans la machine de l'État, sans l'appareil de l'État, pouvoir justifier de toutes ces choses, se défendre devant tout le monde, moi je crois qu'aujourd'hui, avec la machine de l'État, avec toute cette administration qui travaille, qui peuvent challenger des chiffres, il est quand même en mesure de mettre sur la table des choses qui ne peuvent pas être reniées. Après cette conférence de presse du gouvernement, conférence de presse animée principalement par le Premier ministre, les marchés financiers de nature frileux ont bien entendu réagi négativement à ces déclarations du gouvernement sénégalais. En conséquence, entre autres, les obligations en dollars du Sénégal chutent. Certains craignent pour la crédibilité de la signature du Sénégal. Moi, j'ai une compréhension tout à fait contraire, vraiment à l'opposé, aux antipodes de ce que vous m'exposez. Moi, j'ai vu une sortie du FMI, un des responsables du FMI, disant en fait, il comprend la situation du Sénégal. À la limite, ce monsieur confirme ce que le président Ousmane Sonko a dit, ce que le premier ministre Ousmane Sonko a dit. Ce qui va se faire, c'est qu'il y a des mesures correctrices qu'il faut prendre. Ça tient de la gouvernance financière, de la gouvernance sous toutes ses formes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis, les griefs qui sont mis sur la table, mais l'État du Sénégal a les moyens, de par une nouvelle organisation, de par une purge, de par un assainissement des finances publiques, de par une fixation, une élimination de certains qui sont comptables de ces choses extrêmement graves qui se sont passées, pouvoir réorganiser ces finances publiques en termes de mobilisation et autres. Vous avez vu sur la stratégie nationale de développement, le document qu'on a sorti récemment, mais en matière de mobilisation des ressources, il n'y a pas photo en fait. Les choses basiques qui nous faisaient perdre des ressources, on va les maîtriser bientôt. C'est-à-dire que tout ce qui est perte fiscale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les amnisties, et tout ce qui est perte fiscale dans sa globalité, va être plus maîtrisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu le président Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale dire à M. Daouda Diallo ou à Amadou Ba à l'époque, ministre des Finances, que ce que vous faites dans vos bureaux est contre la loi. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui vient dire aux uns et aux autres de payer de l'impôt. Et vous, dans vos bureaux, en tant que ministre, vous sortez des arrêtés pour faire de l'amnistie, pour faire des remises gracieuses, etc., etc. Ça, c'est pas normal. C'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi, mais c'est pas permis à un ministère. Et puis, de par la hiérarchie des normes, un décret ne peut pas venir altérer, ou en tout cas enlever de la substance à une loi. Ça, c'est des prérogatives exclusives de l'Assemblée nationale. Et ces ministères n'avaient pas le droit de le faire. Et ça, c'est un moyen très direct pour s'enrichir. Quelqu'un qui doit 100 milliards à l'État du Sénégal, vous lui faites payer 1 ou 2 ou 10 milliards. Derrière, il peut se passer des choses. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que on fait bénéficier à ceux-là qui sont les plus nantis, qui sont les plus lotis, d'avantages indus. Alors qu'en face, on aurait pu ces personnes-là les taxer. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient souvent d'un code des investissements très avantageux. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de remises fiscales. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux qui peuvent leur permettre d'investir dans tel ou tel secteur. Alors qu'en face, on a 80 ou 110% de la population qui sont un peu éparpillés dans nos terroirs et qui peinent un peu à joindre les deux bouts. Donc ça pose un problème d'injustice, mais ça pose aussi un problème d'inéquité et c'est pas sérieux. Ouais. Macky Sall, quand Ousmane Sonko déclare que l'ancien président doit rendre compte, cela signifie-t-il que l'ancien président de la République doit être poursuivi? Mais Babacar, moi je crois que la responsabilité du président Macky Sall dans cette affaire-là est clairement établie. Le président Macky Sall a dit ici, devant tout le monde, que il avait des rapports sous le coude. Pendant ce temps, tous ceux qui avaient dit 2-3 choses qui le gênaient avaient été radiés ou simplement mis en prison sous le prétexte de diffusion de fausses nouvelles. Le président Ousmane Sonko lui-même en a fait les frais. On ne peut pas avoir un président qui promeut le manque de respect et tout ce qui est refus, tout ce qui est altération des principes, des minima en termes de bonne gouvernance,
et puis derrière se retrouver dans cette situation que le Premier ministre a décrit et puis ne pas fixer les responsabilités. Le président de la République a commencé par l'affaire Petro-Tim. Aujourd'hui, les gens ont beau citer le monsieur Aliou Sall, mais Aliou Sall n'a pas signé les décrets. Celui qui nous lit, c'est Macky Sall qui avait nos décrets, c'est lui qui a signé les décrets. C'est-à-dire que notre responsabilité, à un moment donné, les gens vont parler d'Aliou Sall, c'est bien, mais c'est le président Macky Sall qui était au niveau de la Petrosen, qui connaît la cartographie de nos ressources naturelles, qui avait la latitude de ne pas signer ces contrats-là, qui les a signés. Ça, c'est une situation aggravante, d'autant plus qu'il avait été averti par un rapport de l'inspection générale d'État. À l'époque, je me rappelle, même ma mère a été convoquée à la DIC parce qu'à un moment donné, ils ont dit que ce rapport-là avait fuité. Pourquoi? Parce que c'est Nafi Ngom qui l'avait remis à Pape Alé Niang. Nafi Ngom Keïta. Oui, vérificateur général, etc., qui avait remis à Pape Alé Niang. Elle a été convoquée. Mais les autorités ont été malmenées ici sous l'ère Macky Sall. Rien que pour le fait d'avoir appartenu à telle ou telle corporation ou pour avoir dit que des choses se passaient, c'était pas conforme à la loi. Il fallait un peu qu'on se respecte en faisant ceci, cela, et ont été un peu contraints de disperser. Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on est ministre de la République, quand on est directeur, qu'on est bien rémunéré, qu'on fait partie des Sénégalais les plus favorisés, les mieux traités au Sénégal, parce que le revenu moyen du Sénégal, c'est environ 60 000 francs. Quand on a 5 millions, 7 millions, 10 millions par mois, quand on a des primes, des fonds spéciaux qui touchent des 50, des 40 millions par mois, moi, je crois qu'il y a un minimum à observer en matière de bonne gouvernance, ou de retenue même, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas respecté les Sénégalais, qui ont été là et n'ont pas su maîtriser, en fait, toutes ces prérogatives qu'on leur avait données. Et aujourd'hui, il est question de tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences. Le président Macky Sall a fait doublement mal au Sénégal. Le premier, c'est qu'il a emprisonné des personnes, il a brisé des ménages. Nous qui étions à Rebeuss, on a vu des gens divorcés, des épouses perdre leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient exposés à un niveau de stress extraordinaire. Des gens qui avaient emprunté de l'argent, avaient des business, ont vu leur business brisé. Certains ont tout simplement vu leur contrat résilié, etc., etc. Aujourd'hui, le président Macky Sall a fait trop de mal. Les gens ont été tués au Sénégal. Mais derrière, ce qu'il y avait la pré-ban, la prédation foncière, le vol, le détournement. Vous lui imputez aussi ces morts. On parle de plus de 80 décès dans les événements politiques entre 2021 et 2024. Vous lui imputez cela aussi. Mais il est directement impliqué, Babacar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier responsable de tout ce qui s'est passé, c'est le président Macky Sall. La preuve. Quel sort pour lui alors? Mais je crois que le président Macky Sall peut facilement être jugé pour haute trahison. Facilement jugé pour haute trahison. Et ça commence avec les ressources naturelles pour lesquelles il est dit dans notre constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que toutes ces exactions qu'il y a eu ici, mais sont perpétrés. Pourquoi? Parce que c'est Macky Sall qui avait donné son go aux trahison pour les morts, aux trahison aussi pour le carnage financier qu'on lui impute. Haute trahison pour la prédation dans nos ressources naturelles en faveur de son frère et des membres de sa famille. Haute trahison, pourquoi? Parce qu'il a prêté serment pour un peu protéger les intérêts du Sénégal. Il a exposé le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il a donné de faux chiffres, parce qu'il a permis aux uns et aux autres de spolier nos ressources financières. Mais le plus grave, c'est qu'il a été plus arrogant que ça en disant publiquement, face caméra, que tous ces rapports-là de corps de côté, il les avait sous le coude. Et que certains rapports, il ne les publiait pas au risque d'embraser le pays. Un document avait fuité parlant de Petro-Tim, mais qui n'a pas été authentifié. C'est un document authentique, c'est un document qui est là, qui existe. Lui-même, il sait. Les rapports sont numérotés et les rapports qu'il reçoit, lui, c'est quand ils ont convoqué des personnalités au niveau de la gendarmerie, la section de recherche, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fait les enquêtes. Est-ce que derrière, vous avez vu quelque chose qui a été publié? Rien n'a été publié, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il avait effectivement reçu le rapport, et le rapport qui avait fuité émanait de la présidence de la République. Donc du coup, il n'avait pas intérêt à faire des poursuites. Mais ce qui se passe, Babacar, globalement, c'est que aujourd'hui, il faut que nous qui sommes là puissions être témoins d'une chose. Aujourd'hui, ces personnes qui ont géré le Sénégal jusqu'à là, il faut que nous qui sommes là puissions nous assurer que ces choses pareilles ne se passeront plus jamais au Sénégal. Un fils de Sénégal ne sera plus tué. Pourquoi? Parce qu'il aura une voix dissonante, parce qu'il sera quelqu'un qui pense contrairement à l'opposé de ce que pense le président de la République, qui ne puisse pas être poursuivi, mis en prison, perdre sa famille, perdre son travail, ou simplement être exécuté. On parle de 80 morts au Sénégal.
C'est-à-dire que ces personnes qui meurent là, imaginez que ce soit une personne de notre famille. C'est extrêmement dur, ce serait insupportable. Les gens n'ont plus d'espoir. Les gens, pendant que nos jeunes... Il y aura peut-être l'obstacle loi d'amnistie. Hein. Mais les gens en parlent. Mais aujourd'hui, il se peut qu'avec l'Assemblée, qu'on soit amené à un peu revoir tout ça. Les gens le préconisent, les gens portent ce plaidoyer-là. Moi, je suis pas contre. Moi, je voudrais que toute cette lumière-là soit faite pour que ces choses-là n'arrivent plus jamais au Sénégal. Une personne ne doit pas pouvoir juger de la vie ou de la mort de qui que ce soit. Mais un président qui ouvertement arme ses collaborateurs, un président qui reçoit au palais de la République des cargaisons de munitions et d'armes, les contrats sont là. Les voitures qui ont transporté, les transferts qui ont amené ce matos-là, les chauffeurs qui les ont convoyés, toutes ces informations-là sont disponibles. Donc aujourd'hui, la responsabilité du président de la République est clairement engagée. Et aujourd'hui, personne ne peut venir démentir l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est des éléments probants que les gens ont sur lui. Donc il devra à un moment donné, lui et ses acolytes, répondre de tout cela. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il ne faudrait plus jamais qu'au Sénégal, ces choses-là arrivent. Comment ça va se faire? Il faut que les gens répondent et qu'on en tire toutes les conséquences. De sorte que nous-mêmes qui sommes là, nous dirons que, attention, si je fais telle ou telle chose, dans 5, 10 ans, je me retrouverai dans une situation où je devrais répondre et faire face à tout ça. Et Amadou Ba, alors que le Premier ministre a nommément cité, il le pointe dans ce que vous décrivez comme un carnage financier, comme la transmission de fausses données aux partenaires financiers du Sénégal. Amadou Ba, aujourd'hui, votre principal adversaire, deuxième à la présidentielle, qui prépare lui aussi les législatives en coalition, avec d'autres grosses pointures du champ politique. Vous voulez en faire quoi, Amadou Ba? Je sais pas comment faire quelque chose de lui. Amadou Ba ne nous intéresse pas outre mesure. Amadou Ba est quelqu'un qui est dans la sphère politique depuis un moment. C'est quelqu'un qui a eu des responsabilités étatiques. Et s'il est question qu'il réponde de tout ça, il va y répondre. Mais n'oubliez pas que quand je reviens sur l'affaire des 94 milliards, qui est-ce qui avait déclaré à l'Assemblée nationale que les 94 milliards, la vente avait été homologuée? Alors que c'est purement faux. Il sait que c'est pas homologué. C'est Amadou Ba. Il y a la vidéo disponible sur Internet. Il a menti parce qu'il est complice. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que vous avez entendu le président Ousmane Sonko dire que plusieurs fois, Amadou Ba a soulevé 2-3 trucs. J'étais au courant et je lui ai demandé de laisser tomber. Il a laissé. Amadou Ba dit que, à l'échelle où il était impossible pour Ousmane Sonko de savoir. De l'interpeller directement. En tant que lui, directeur général des impôts et domaines. Mais Amadou Ba était directeur général des impôts et domaines. Ousmane Sonko était le secrétaire général du syndicat autonome des impôts et domaines, n'est-ce pas? À ce titre, Amadou Ba était membre et puis il pouvait être interpellé directement par Ousmane Sonko. Mais plus grave encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dossiers qui sont gérés ne sont pas gérés par le directeur général, ce sont les entités opérationnelles des services qui gèrent les dossiers. À ce titre, des gens peuvent être au courant de 2-3 choses et pouvoir l'interpeller directement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cette richesse qu'il a, quoi? Qu'est-ce qui veut le justifier? Mais nous sommes tous exposés à ça. Nous travaillons dans des sphères où des gens peuvent venir vous voir, vous proposer 500, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ça veut dire que si vous y allez, vous êtes tout de suite milliardaire, il n'y a pas de souci. Et c'est bien là, nous savons comment est-ce que les gens font pour les encaisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amadou Ba et Imam Semaris, tout le monde le sait. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, là, vous lui reprochez quoi? Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'Amadou Ba, comme Mamoud Diallo d'ailleurs, ils ont occupé des postes leur permettant de bénéficier d'avantages indus, de récupérer Vous êtes très affirmatif. Non, mais je le dis parce que c'est le cas. C'est le cas. Je vous dis que Amadou Ba a affirmé à l'Assemblée nationale que pour l'histoire des 94 milliards, la vente avait été homologuée, mais il n'y a pas mensonge plus grotesque que ça, parce que c'est pas vrai. La vente n'a jamais été homologuée et ça porte sur 94 milliards. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé sur le foncier au Sénégal, Amadou, il y a une responsabilité. Mais Mamoud Diallo, il était à la perception de Rufisque. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a détourné des trucs d'enregistrement, il a détourné beaucoup de montants là-bas. Le rapport, il est là, disponible. Il a été épinglé par un rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais tout de suite, il a été promu directeur des impôts et domaines. En fait, le président Macky Sall... Directeur des domaines. Directeur des domaines. Mais Macky Sall, ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, les gens qui mettaient en selle, c'était des gens dont il avait la preuve de leur capacité à faire un peu n'importe quoi. C'est en cette période-là qu'il vous promeut.
et vous donne la possibilité de faire du n'importe quoi. Donc, nous réfléchissons. C'est-à-dire qu'on est tout de suite à même de nous demander, est-ce que cette personne-là n'a pas été promue pour faire tel ou tel sale boulot? C'est aussi simple que cela. Donc, l'affaire des 94 milliards, mais vous avez entendu un opposant parler de 98 milliards avec Mansour Faye. Publiquement, l'accuser publiquement, dire que 98 milliards ont été mis dans tel compte. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 1 million, 2 millions. On parle de centaines de milliards. Vous savez, au niveau de la CENTIF, ce qui se passe, toutes les transactions financières, ils sont retracés. Est-ce que vous avez entendu une fois en 12 ans quelqu'un vous dire CENTIF ou CENTIF? Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on cherche au Sénégal, toutes les données financières sont au niveau de CENTIF. En France, vous avez le TRACFIN. Vous venez, vous déposez 5 000 ou 6 000 euros dans votre compte. Vous n'avez pas l'habitude de faire ces dépôts-là. À partir de 5 000, les gens font une déclaration de soupçon. Mais les déclarations de soupçon sont par milliers au niveau du CENTIF. Une seule fois, nous tous, personne n'en a entendu parler. Alors que les rapports dorment là par centaines, par milliers là-bas. Les gens ont dans leur compte des dizaines, voire des centaines de milliards. Ici au Sénégal. Mais on devait peut-être essayer de voir tout ça. Mais c'est le président Macky Sall qui a organisé tout ça. Les accusations formulées par le gouvernement, par la voix du Premier ministre, jeudi dernier, la responsabilité alors ça fait aussi débat, la responsabilité de l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, alors directeur de la programmation budgétaire dans ce même ministère, et au moment où les pratiques incriminées se déroulaient. Moi, je crois qu'il ne faut pas viser une personne. Dans ce dossier, ce qui est certain, c'est que... Ah non, Ousmane Sonko, il a cité Amadouba, Macky Sall, Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo. Oui, parce qu'en fait, eux-là étaient à la tête. Daouda Diallo était ministre des Finances, Amadouba était ministre des Finances, Moustapha était ministre des Finances. C'est-à-dire qu'ils étaient à la tête des finances publiques du Sénégal. Les trois étaient ministres des Finances. Donc, on peut nommément les citer parce qu'ils ont une responsabilité directe dans cela. Après, il y a le président Macky Sall qui travaille directement avec eux. Mais, comment est-ce qu'ils ont organisé le service interne? C'est quoi qui étaient les prérogatives de telle ou telle direction ou entité du ministère? Je ne sais pas. Je sais que des responsables du ministère des Finances ont forcément travaillé pour un peu faire ce maquillage-là, pour un peu donner de fausses informations. Et des gens en interne, des responsables, sont directement impliqués. Ça, c'est certain. Mais je ne pourrais pas dire que c'est telle ou telle personne. Ce que je sais, c'est que des gens du ministère des Finances, comme du Trésor public... Cheikh Diba, impliqué ou pas? Non, je vous redis ce que j'ai dit. Le nom de Cheikh Diba ne m'intéresse pas, parce que Cheikh Diba, c'est un fonctionnaire qui est au sein du ministère des Finances. La responsabilité a été affectée au ministre des Finances, parce que c'est lui qui a en charge l'organisation interne, et c'est lui qui est responsable de cette affaire-là. Maintenant, comment est-ce qu'il a organisé ses services? Parce qu'aujourd'hui, avec un simple décret, on peut prendre des prérogatives, les rattacher à telle ou telle direction. Vu que je ne connais pas les responsabilités de Cheikh Diba, alors programmateur budgétaire, ou en tout cas d'autres personnes qui sont au niveau du ministère des Finances, je ne vais pas clairement dire que telle ou telle personne a fait ça. Mais ce que je sais... Mais c'était les ministres qui sont passés à la tête de ce ministère des Finances, alors que la vérité c'est que ce sont les administrations financières de l'État sénégalais qui transmettent ces données au FMI. Et même quand les FMI débarquent pour ce genre d'exercice, ils rencontrent les techniciens du ministère des Finances et pas le ministre forcément. Mais d'accord, aujourd'hui, si vous faites votre exposé, faites votre entretien, si vous sortez des mots ici, s'il y a une plainte, la plainte va être dirigée contre Babacar Fall. On ne dira pas que les services qui travaillent pour Babacar, qui lui élaborent des fiches d'audience ou d'interview, sont responsables. La responsabilité, ce sera Babacar. Pourquoi? C'est Babacar qui porte. C'est Babacar qui est directeur ou responsable dans l'affaire. C'est Babacar qui a sorti les propos. Maintenant, nous sommes dans des services organisés. On a ce qu'on appelle un décret de répartition des services de l'État. Je donne l'exemple. Qui peut aujourd'hui tout de suite être modifié pour prendre des prérogatives de X pour les donner à Y. Comment ça s'est passé au ministère des Finances à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais je suis certain, comme tout le monde, que les responsables sont au niveau du ministère des Finances, comme au Trésor, comme au niveau des douanes. Ça, c'est sûr et certain. Lesquelles personnes ont été responsables, je ne sais pas. Ça, c'est le ministre qui pourra le dire. Et puis, les rapports de contrôle aussi. N'y a-t-il pas une justice à deux vitesses sous le régime Pastef? Alors, le ministre Cheikh Tidiane Dièye n'est-il pas protégé dans l'affaire Renance? Les doutes émis par certains sur un marché de laser, deux poids, deux mesures? Mais aujourd'hui, on n'ira pas dans cette forme de gouvernance. Pourquoi? Parce que le président de la République a opté pour une transparence. Aujourd'hui, il a exposé deux choses qui tiennent de la gouvernance du président Macky Sall. Mais à partir de l'année prochaine, ce sont ses collaborateurs qui seront audités et les rapports devront être rendus publics.
Et je crois que de ce qui s'est passé au Sénégal ces 12 ans, et tout ce qu'on y a tiré comme conséquence, je crois que personne ne sera à l'abri, personne ne sera protégé. Il a dit et redit. Moi, je suis certain qu'aujourd'hui, il n'y a pas de trac, il n'y a pas de préjugés négatifs sur qui que ce soit. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des responsabilités qui sont clairement établies par les rapports de contrôle. Mais alors, c'est ça le problème. Pourquoi ceux qui ne sont pas de votre camp politique, ils ne bénéficient pas de la présomption d'innocence? Mais on aurait vu que Cherdien, on aurait pu dire que Cherdien, aujourd'hui, fait partie de notre coalition. C'est un monsieur très respectable que j'ai rencontré, que j'ai connu dans le cadre du travail. Mais écoutez, si aujourd'hui le président prend sur lui et le démet de ses fonctions, c'est parce que certainement, il a dû voir des choses qui lui donnent l'habitude de le faire. Parce que je ne crois pas que le président de la soit une personne injuste. C'est quelqu'un de très 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 correct que je connais. Donc aujourd'hui, s'il a pris cette décision, ça aurait pu être perçu comme un grief. Pourquoi? Parce que nous venons d'être installés et les gens auraient pu se dire non, ça je le fais pas. Parce que si je le fais, les Sénégalais diront que parmi nous, il y a des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça. Ça, c'est indépendamment du fait que Cheikh peut être blanc comme neige, que Cheikh Tidiane peut être blanc comme neige et que l'erreur, ou en tout cas ce qui a été reproché par Cheikh Tidiane n'est pas avéré ou pas. Je ne fais pas de l'appréciation à ce niveau. Ce qui est factuel, c'est qu'il a été démis et ça peut être perçu comme un grief du côté de la coalition Diomaye, du côté gouvernemental. On accepte. C'est une mesure à prendre. On l'a pris. Je ne dis pas que c'est bon ou pas. Je n'en apprécie pas. Mais ce dont je suis certain, c'est que le président Bassirou Diomaye ne protège la personne. Il a opté pour la transparence. Aujourd'hui, l'exercice auquel le Premier ministre s'est donné, mais ça n'a jamais existé au Sénégal en fait. Les gens acquièrent tout de suite de la transparence dans une gouvernance, alors que c'est ça qui avait fait que depuis 10 ans, le président Macky Sall, même des gens de son camp, il les a renvoyés. Pourquoi? Parce que les gens demandaient plus de transparence dans les finances publiques. Aujourd'hui, si on a un Premier ministre qui sort, qui fait un point de presse et qui étale toutes ces informations sur la place publique, moi je crois qu'il faut s'en féliciter. Et puis voilà. Fadilou Keïta, l'invité du grand jury de RFM, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Vous êtes nommé depuis près de 6 mois, presque simultanément à l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. La situation de la Caisse, de la CDC, la situation globale que vous avez trouvée sur place? Écoutez, Babacar, la Caisse de dépôt et consignation allait tout droit vers sa fermeture, vers sa belle mort. Je vous le dis parce que des choses extrêmement graves s'y sont passées. Je peux vous dire aussi, quand je venais d'arriver à la Caisse, il n'y avait pas plus de 300 millions. Oui, la CDC gère plusieurs centaines de milliards. Mais il n'y avait pas 300 millions dans les caisses de la Caisse de dépôt quand je suis arrivé. La Caisse, c'est des entrées et des sorties aussi. Je vous dis que au jour de ma passation de service, les ressources qui étaient mobilisables à vue dans nos comptes ne faisaient pas 300 millions. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 30, 40 peut-être depuis notre arrivée. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une situation sur place avec de l'argent qui sortait à gauche, à droite. On y a tout de suite mis un terme. Ce qui nous a permis de faire régénérer l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai interdit tout ce qui est mis à disposition de comptes courants. Les gens faisaient des prises de participation, achetaient des sociétés à gauche, à droite, mais ne prenaient pas la peine de faire les contrôles. Non seulement de faire les montages, d'apprécier de l'affaire, de faire de bonnes études et des évaluations financières, mais les gens remettaient de l'argent gracieusement, entre parenthèses, aux gens. Ils faisaient des participations minoritaires et puis derrière, apporter le concours financier de la CDC sous forme de compte courant. Donc du coup, quand on crée une société et que vous avez la gouvernance, vous avez la direction générale, vous avez les postes clés et que je vous apporte 5-10 milliards en compte courant, c'est un prêt. Vous en faites ce que vous voulez, alors que moi qui vous donne l'argent, je n'ai aucun moyen de contrôle. C'est ça qui se passe à la CDC et ça s'est passé à foison. Vous avez pu entendre au niveau de la presse, quelqu'un a pris 1 milliard, l'autre 6 milliards, l'autre 7 milliards, l'autre 10 milliards. Tout ça, c'est des histoires vraies. Et c'était fait sciemment. Parce que ceux qui le faisaient ont une situation aggravante. Pourquoi? Parce que c'est des gens les mieux aguerris en finances publiques. C'est des inspecteurs des impôts et domaines. C'est des magistrats de la Cour des comptes. C'est des gens qui sont très bien formés et formés à bonne école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est du banditisme financier. Et l'inspection générale d'État est en train de faire ses rapports. Je crois que les choses vont sortir et les gens devront aussi prendre leurs responsabilités. Mais je peux vous dire avez des choses à reprocher à vos prédécesseurs? Babacar,
il y a beaucoup de choses qu'on peut le reprocher. Moi, je ne le reproche rien du tout parce que rien ne me lie à eux. Je suis directeur général, je les ai remplacés. Ce dont je suis certain, c'est que moi, je tomberai pas dans la facilité. J'en suis certain. Et puis aujourd'hui, j'ai les coups de franche pour bien faire les choses. Parce que je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait 13 ans à la Caisse de dépôt et consignation. 13 ans pour lesquels vous avez les 10 ans... passer tout le monde alors... Oui, les 10 ans, c'était des frigos, hein, Babacar. C'était des frigos. Va au frigo, on te retire tel ou tel dossier, on te met là, on te nomme pas, on superpose des gens sur nous, on te déplace, etc., etc. J'étais le premier à être sorti de la CDC pour aller dans une filiale. Parce que je disais non quand il le fallait. Je me rappelle un jour avec Alusal, il m'a convoqué, tout le monde était là, pour me dire que Fadilou, c'est vrai que tu es analyste financier, mais je suis pas obligé de suivre tes conclusions. Je lui ai dit d'accord, devant tout le monde. Mais sachez que les mémorandums que je signe, personne ne les altère. Vous les altérez, je ne les signe pas. Donc j'ai pu prendre les responsabilités quand il le fallait, alors que j'étais simple analyste financier. Mais ceux-là qui en interne ont participé à ce carnage, ceux-là qui en externe aussi ont participé à ce carnage vont tous répondre. Et les billes de la CDC vont tous être récupérés, pour tout être récupérés. Moi j'ai dit à qui veut l'entendre, même ces gens-là qui ont bénéficié de l'argent de la CDC, je leur ai clairement dit qu'à la fin de la journée, sachez que 1 centime de la CDC ne restera pas entre vos mains. Aujourd'hui, il y en a qui me proposent directement pour venir rembourser les ressources qu'ils ont prises à la CDC. Et ils sont mis en rapport avec les avocats de la CDC. Des copies sont envoyées à l'inspection générale d'État et à notre direction juridique. De qui s'agit-il exactement? Non, je ne pourrais pas citer leur nom. Mais les rapports sortiront et diront clairement que telle ou telle personne a pris de l'argent à la CDC et c'est de l'argent indu. Et parfois, c'est des milliards. Imaginez, Babacar, une société qui reçoit presque 6 milliards de la Caisse de dépôt et consignation sans que jamais, au plus grand jamais, on ait organisé un conseil d'administration pour voir la destination de ces fonds. Quand je suis arrivé, j'ai été le premier à organiser un conseil d'administration. La personne qui était à la tête de cette société-là n'a pas fait les bancs. J'ai dû créer un poste de directeur général adjoint. Je l'ai logé et j'ai pris un responsable des services internes dont j'avais confiance pour le mettre directeur général pour qu'il fasse la revue et que la CDC au moins voit ses intérêts préservés. Et ça, je l'ai fait pour plusieurs sociétés. Vous voulez redresser la barre alors? Avez-vous les moyens aujourd'hui de refaire la CDC? Mais je vais vous dire, je vais donner un exemple. Les 3 grands projets de la Caisse de dépôt et consignation sont le programme immobilier de Bambilor. Vous en entendez parler, les programmes de logement social de Bambilor. C'est bloqué depuis 2015. Ça fait 9 ans. On vient d'avoir une signature de l'autorisation de lotir par le ministre M. Bala Fofana, que je remercie au passage. Je remercie d'ailleurs tout le gouvernement pour en fait cette nouvelle dynamique qu'il y a, de un peu être dans la construction, d'être solidaire et puis de faire de sorte que dans le cadre d'une coopération intra-État, les choses puissent aboutir. On a signé cette autorisation de lotir pour 149 hectares. Tous les Sénégalais qui étaient là à attendre depuis 2015, qui ont immobilisé leurs ressources, vont très bientôt commencer à retrouver, à avoir, à disposer leur plan parcellaire, leurs biens, ils vont l'avoir. Et ça a duré 9 ans. Le président de la République vous a clairement demandé d'en faire un peu votre cœur de métier, un peu de façon temporaire ou définitive, mais de travailler sur le logement. Oui, effectivement. Ça fait partie des missions, des missions originales, des missions phares, en fait, du cœur de métier de la CDC. Malheureusement, comme je vous dis, l'exemple type qu'on a sur le logement social, c'est le projet des 149 hectares de Bambilor, pour lesquels nous avons environ 4000 parcelles de terrain et puis un développement sur 50 hectares pour des logements sociaux. Mais ça a été mal géré. Imaginez, depuis 9 ans, la CDC a été spoliée de plus de 10 milliards dans ce projet. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine restructuration. Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, l'autorisation de lotir pour les 149 hectares a été signée par le ministre. Mais entre-temps, la revue qui porte sur 100 hectares à morceler et à commercialiser, et par la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, et par une société qui s'appelle Sablux, la revue est quasiment bloquée, terminée. Et aujourd'hui, les informations financières dont on avait besoin, on les a. On est arrivé à avoir un fichier commercial stabilisé. Ça, c'est la première chose. Mais derrière, il y a une société dans laquelle la CDC détient les 49%, qui s'appelle SRT, qui travaillait depuis 2015 à construire ces logements-là. Aujourd'hui, j'ai pu avoir un accord avec ce partenaire-là pour racheter 2% des parts, pour être majoritaire, pour loger désormais les ventes au niveau de la CDC, avoir des postes de gouvernance, avoir plus de maîtrise dans la société, capitaliser sur le fait que c'est une société qui aura fait capitaliser 10 ans d'expérience dans la construction de logements sociaux, et puis entamer, de finaliser, d'éponger ce passif-là et donner aux Sénégalais leurs biens qui leur appartiennent depuis 2009. Depuis 2015.
Et aussi les 30 hectares de terre sur le site de l'aéroport Léopold de Senghor. Ces opérations autour de ces 30 hectares-là, il y a eu beaucoup de... J'étais en train de vous lister les plus grands projets. Ça, c'est le premier. Je vais venir à votre question. Le second, c'est la tour des Mamelles, qui est bloquée depuis 4 ans. Projet pour lequel la CDC a quasiment mis 45 milliards. Et qui est bloqué depuis 4 ans. Je peux vous dire que cette semaine-ci, on a signé le dernier avenant avec la société qui développe, qui s'appelle Certem, pour un peu une livraison dans 6 mois. Un comité en interne chargé de la mise en service et de l'inauguration a été aussi... Pourquoi c'était bloqué? C'était bloqué parce que c'était mal géré. C'était mal géré. C'est un projet qui a été très bien structuré à la base, mais aujourd'hui, qui est passé de 29 à 40 et quelques milliards. Le projet qui est lancé sous Aliou Sall. Oui, non, c'est moi-même qu'Aliou Sall avait saisi à l'époque pour acheter le terrain auprès de M. Moussa Mbaké. J'ai dû mettre M. Moussa Mbaké et Aliou Sall directement en relation. Ils ont fait leur projet, l'achat a été fait, et puis derrière, le développement a commencé avec une société qui s'appelle Certem. Aujourd'hui, les travaux sont quasiment terminés. Nous sommes à un stade de finition. Et je peux vous dire que cette semaine-ci, un dernier avenant a été signé pour une livraison dans 6 mois. Donc, ce qui fait que les deux projets, Bambilor et la Tour des Mamelles, vont être livrés. Le troisième projet est celui des 30 hectares jumelés aux 5 hectares 5 que nous avons aux Mamelles. Ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est un titre privé, les 30 hectares. Il ne faut pas qu'on le mette dans le lot de tout cela qui se voit arrêter les chantiers, etc. Ça, c'est un titre privé de la Caisse des dépôts et consignations qu'on a acheté auprès de l'État à travers la DGID à 60 milliards. 30 hectares à 60 milliards. Un bon prix, hein? Ouais, bon prix. La Caisse des dépôts poursuit des missions d'intérêt général. Quoi de plus normal. Et là, j'en profite pour dire que la CDC, malgré ses efforts, malgré les efforts que nous consentons, aujourd'hui, jamais la CDC n'a reçu 1 centimètre de terrain gratuitement. Tout ce qu'on a, on l'a acheté. Tout, on a tout acheté. On demande de faire du logement social, mais on n'a jamais reçu le terrain. Le président de la République est en train de faire des efforts et son Premier ministre pour un peu doter la CDC de biens. Pourquoi? Parce que le délégué général au pôle urbain, que je salue, M. Bara Diouf, et les autres partenaires, notamment la SOGEPA, j'ai oublié l'autre qui fait dans le développement des sites touristiques là, SAPCO et autres sont en train de travailler avec la CDC pour un peu faire du co-développement. Mais pour revenir sur ces 2 sites, les 2 sites sont valorisés à plus de 150 milliards. Ce qui se passe, c'est que la CDC a signé 2 mandats de commercialisation pour la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Là où était M. Abdou Khafour Touré. Ce qui s'est passé, c'est que les conditions consignées en noir et blanc sur les mandats de commercialisation n'ont jamais été respectées. Le plan a été modifié plusieurs fois. Le modèle de contrat de réservation recense des articles qui donnent libre cours à la spéculation, mais des personnes même qui étaient en charge de la commercialisation en ont directement bénéficié. En faisant la revue sur ces 2 projets, j'ai pu établir un préjudice qui est d'environ 35 à 40 milliards. Ce qui s'est passé aussi, c'est que des gens ont reçu des lots de terrain et ont vendu et ont spéculé. Et les gens imaginaient Babacar qui marge sur 40, 50 à 60 millions par terrain. Parce que les terrains dans la zone sont vendus entre 120 et 140 millions. C'est là qu'il l'achetait à 60, 80 millions. Les gens n'ont pas respecté les termes contractuels entre la CDC et la CGIS. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je n'accepterai jamais que ces anciens-là du régime de Macky Sall puissent marger sur la CDC 30 à 40 milliards. Ces 2 projets sont en train d'être revus. Et je peux vous dire, on va reprendre notre foncier et on va vendre à argent coûtant, on va vendre à la valeur vénale. Récupérer nos 30 milliards et les investir dans les projets structurants de l'État et poursuivre nos missions. Mais on n'acceptera jamais que ces personnes-là qui étaient là prennent nos terrains à ces vils prix et les vendent à ces prix dont on connaît que, voilà, ces marges-là iront directement dans leur poche. Ça, on n'acceptera pas. On va rester avec c'est juste la compagnie générale immobilière du Sahel. C'est juste ça, une des filiales de la CDC. Vous parlez d'Abdou Khafour Touré. Son remplaçant a été remplacé il y a quelques jours. Oui. Alissi, qui avait remplacé Abdou Khafour Touré, limogé, est remplacé par Mamadou Fall. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, Babacar, nous sommes dans le Djoubal et Djoubanti. Moi, je ne serais pas pris au collet. Pourquoi? Parce que j'aurais remplacé une personne qui était assistante technique à la CDC. C'était pas la personne la plus disposée pour être DG de CGIS. Si j'ai eu confiance en cette personne, c'est parce que j'avais bon espoir que
il s'inscrirait dans le même sillage dans lequel nous sommes tous, dans le Djibouti et Djibouti. Ce que j'ai reproché à M. Alissi, parce qu'il faut que je le dise, parce que j'entends dans les réseaux, au niveau de la presse, les gens disent que j'ai demandé telle ou telle chose qu'il a refusé de faire. Je n'ai jamais demandé. Il aurait refusé, selon certains articles de presse, de passer un marché de gré à gré. Voilà, merci. Que vous auriez demandé. Merci infiniment de m'avoir posé la question. Personne au Sénégal ne peut sortir une chose que je lui ai demandé. Je n'ai jamais demandé de marcher de gré à gré. Surtout à lui, je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit, hormis de faire la revue, de commencer à faire la revue, de faire de sorte qu'on récupère notre foncier qui nous appartient. Jamais, je dis jamais, je n'ai demandé à un collaborateur, qui que ce soit, quiconque, de me donner telle ou telle chose ou de signer telle ou telle chose. Je ne le ferai jamais. Écoutez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est très simple. Ce collaborateur, je lui ai demandé de travailler à récupérer les équipements collectifs des 30 hectares qu'on a vendus. Lui-même a écrit des courriers pour qu'on récupère les équipements collectifs. Mais il se trouve que lui-même est allé au niveau de notre filiale bureau d'études CACO morceler 4 équipements collectifs à mon insu, alors que la CGIS n'a qu'un mandat de commercialisation. Comment est-ce qu'une personne qui est chargée de récupérer des équipements collectifs peut aller lui-même prendre les équipements collectifs et les morceler? À quelle fin? Qui lui a donné l'autorisation? Je n'accepterai pas que pareille chose se passe derrière mon dos et que derrière qu'on me fixe des responsables en me disant c'est Fadilou qui a autorisé telle ou telle chose. Si j'ai demandé une chose à une personne au niveau de la CDC ou en externe, ils viennent l'exposer. Babacar, moi j'ai reçu des gens qui m'ont remis de la documentation me disant que vos prédécesseurs avaient 3 milliards sur ça. Si vous acceptez, on vous donne les 3 milliards. Avant même de prendre fonction à la CDC, j'ai tourné le dos à plusieurs types de véhicules. 80. J'en ai pas touché. Les gens pour me proposer des 500 millions, des 1 milliard, j'ai pas besoin de ça. Parce que quand j'étais à la CDC, la CGIS, c'est moi qui l'ai créé, Fadilou. C'est moi qui ai proposé à Aliou Sall la création d'une filiale. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans nos immobilisations extrêmement la quantité assez importante de biens immobiliers que nous avions à l'époque et qui avait proposé à Aliou Sall la création d'une filiale immobilière. Aliou Sall a sorti une note de service pour la création d'une filiale immobilière de la CDC en me nommant comme coordonnateur. L'actuel secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations, Chardé Tchalausek, était dans mon groupe. Une conseillère technique dans mon groupe. Abissé qui était DG de la DER était dans mon groupe. C'est moi qui ai rédigé le business plan. Personne n'y a participé. Personne. J'ai fait la présentation devant Aliou Sall et l'ensemble des directeurs de la CDC et le caissier général. Aliou Sall, ce jour-là, était tellement content qu'il a dit Fadilou, mettez de bons salaires parce que c'est là-bas qu'on vous amènera. On m'a pas nommé DG. Pourquoi? Parce que je suis pas de l'APR. Donc, j'étais la personne la mieux placée pour bénéficier des terrains de l'aéroport, pour bénéficier des terrains des Mamelles, ou en tout cas des terrains que la CDC vend. Aujourd'hui, je n'ai pas 1 centimètre de terrain des Mamelles et de l'aéroport. Et aujourd'hui, si on devait refaire la machine, j'en aurais pas besoin parce que je n'achèterai jamais de titres dans ces terres-là. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà fait du mal à la CDC. Je suis là pour un peu redresser la barque. Et si quelqu'un d'autre avait été nommé à la CDC, il peut rester 10 ans à la CDC sans savoir réellement ce qui se passe. Parce que moi, j'ai l'avantage de connaître les personnes, d'avoir cheminé avec eux pendant 10 ans, et d'être aussi à la base de la structuration de beaucoup de projets. Aujourd'hui, j'ai les coups de franche pour redresser la barque et mettre les choses comme il se doit. Pourquoi? Parce que je ne cours pas derrière l'argent. Personne ne peut me corrompre, personne ne m'a jamais corrompu. Et ceux-là qui courent derrière l'argent n'ont pas les mêmes visions de l'affaire. Parce que moi, j'ai refusé des choses. Étant dans l'opposition, étant appelé par le président de la République, j'ai refusé. Ayant reçu des propositions formelles pour lesquelles des biens allaient m'être donnés, suivant demande notaire, sans même que j'inscrive mon nom, j'ai refusé tout cela. Donc aujourd'hui, vous avez quand même bénéficié de la RSE, de la CDC dans vos activités extra-professionnelles. Vous êtes un grand éleveur. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, quand on est éleveur, et que la CDC fait ses RSE, on peut valablement écrire un courrier. Aujourd'hui, moi, je finance, au titre de la RSE, des organisations. On a sponsorisé 2 ou 3 sociétés qui sont venus nous demander 3 millions, 4 millions, 5 millions, même 10 millions pour la nuit du bâtiment. Pourquoi ça rentre dans nos corps? Aujourd'hui, on a une filiale agricole à créer. Cette filiale va relancer, pourquoi? Tout ce qui est pêche, agriculture, élevage, cette filiale sera habilitée pour faire la RSE. Aujourd'hui, la CDC peut faire des RSE pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que c'est un domaine prioritaire pour l'État. La CDC peut faire la RSE pour d'autres domaines. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que nous avons la CDC, mais il faut voir la CDC et ses filiales. Ces filiales poursuivent des missions dont je voudrais que l'on centralise tout ce qui est communication et RSE. Les premières mesures sont en train d'être prises. Voilà. Donc, ce qui ferait que nous pourrons sponsoriser tout ce qu'on doit sponsoriser. Cependant, en interne, des mesures ont été prises
pour rationaliser ces lignes-là et faire de sorte que ces lignes-là ne soient pas un peu envoyées un peu n'importe où et que soient mis dans les secteurs productifs. Dans votre schéma de relance de la CDC, la création de beaucoup de filiales sont annoncées. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Mais parlons d'une que vous voulez céder d'ailleurs, Air Sénégal. Vos actifs, vous voulez les transmettre au ministère des Transports. Oui. Comment Non, ce qui se passe avec vous savez, la CDC reçoit des ressources qu'elle est en charge de sécuriser d'abord, de les fructifier et de les investir. J'avais eu l'avantage d'être là lors de la première réunion pour un peu faire du portage. La CDC devait faire du portage, c'est-à-dire qu'on devait tout de suite investir et puis après, au fil de l'eau, nous désengager au profit des privés sénégalais. Ce qui s'est passé, c'est que on a 23 milliards immobilisés dans ce projet. Le projet lui-même est logé dans le portefeuille du ministère des Infrastructures. Nous ne sommes qu'administrateurs, nous n'avons pas le poste de PCA, nous ne tenons pas la gouvernance de cette société alors que nous sommes les actionnaires uniques à bord. Moi, je crois que ce qui serait plus logique, c'est que ce projet-là qui est logé au niveau du MITA continue à être géré par ce ministère, mais que la contrepartie, c'est-à-dire que les 23 milliards investis par la CDC, qui ne produisent absolument rien depuis plusieurs années, soient remis à la CDC et qu'on puisse les mettre dans un secteur beaucoup plus important et prioritaire actuellement pour l'État du Sénégal. On va terminer par les législatives. Êtes-vous candidat à Kaolack, votre fief par exemple? Nous sommes tous candidats, parce que nous avons un rôle à jouer, mais je ne suis pas candidat, parce que nous ne sommes pas des gens qui iront vers ces genres de cumul de postes et autres, là, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, nous avons assez de charges au niveau de la CDC, mais ce qui est certain, c'est qu'on appuiera de toute notre force ces candidats qui seront investis. Pastef ira à ces élections sous ses propres couleurs. L'opposition a formé plusieurs coalitions. Êtes-vous sûr de remporter ces législatives? Bien sûr. Moi, je crois que c'est peut-être une formalité, parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une très bonne dynamique. Merci Fadilou Keïta, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et vous félicite pour la qualité de l'entretien. Merci infiniment. Merci à Abdou à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. RFM Midi.